Bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, nous achevons notre chapitre sur l'initiation au logiciel ArcGIS par la mise en page. Nous allons nous concentrer dessus aujourd'hui. Et pour les besoins de cette vidéo, nous allons travailler avec des shapefiles déjà prêts, avec des vecteurs déjà bien matérialisés. On va travailler sur la zone de Boya Douala, la feuille Boya Douala 2A, Boya et Douala qui sont deux villes situées toujours au Cameroun. Donc sans plus tarder, on va commencer la mise en page. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est de réorganiser la succession des shapefiles au niveau du Table of Content, c'est-à-dire de la table des matières de ArcMap. Pourquoi réorganisons-nous ces couches? Parce que il faut tout simplement tenir compte du fait que les polygones auront toujours tendance à recouvrir les lignes et les points s'ils sont placés au-dessus. Ça, c'est un principe très simple et propre à tout ce que vous trouverez comme logiciel de SIG partout. Si je mets un polygone au-dessus d'un point ou d'une ligne, ben, tout va être recouvert. Je matérialise ça, par exemple, très simplement dans la vie courante. Si vous avez une bassine et que cette bassine, vous la posez au-dessus d'une gomme que vous avez déjà bien utilisé et une gomme où il ne reste plus grand chose comme quantité, et vous la posez également à côté d'une règle graduée de 30 cm. Donc vous posez la bassine au-dessus et de la règle et de la gomme, vous verrez que la bassine va recouvrir complètement les deux éléments. Par contre, si je mets la gomme, la règle graduée au-dessus de la gomme, la règle va cacher aussi, la règle qui est considérée comme polyligne, elle va cacher la gomme. Maintenant, si je mets la gomme au-dessus de tout le monde, ensuite, en dessous, je mets la règle, et puis encore plus loin en dessous, je mets la bassine, tout le monde se verra. Alors, c'est à peu près le même principe. Donc, l'ordre de succession des shapefiles au niveau du Table of Content doit obéir à la fois à une logique géométrique visuelle, c'est-à-dire que sur le plan visuel, il faut que ma carte, au niveau de ma carte, que aucun shapefile ne cache l'autre, mais aussi cette logique de succession des couches obéit également à la réalité du terrain. Je vous prendrai un exemple très simple. Un shapefile des cours d'eau ne va jamais, par exemple, être placé. Un shapefile polyligne des cours d'eau ne se placera jamais, par exemple, jamais au-dessus, presque jamais, je vais préciser pourquoi le presque jamais au-dessus d'un shapefile polyligne qui porte le réseau routier. Pourquoi? Parce que dans la nature, l'être humain a su dompter ce type de difficulté en construisant des ponts ou des routes au-dessus des cours d'eau. Donc, les routes passeront non toujours au-dessus des cours d'eau. Il est donc aberrant de mettre un cours d'eau au-dessus d'une route. Si je le fais, ça voudrait dire que c'est l'eau qui passe à cet endroit. Là, il y a la route et du coup, je ne peux pas circuler à cet endroit-là. Je rappelle qu'il y a des exceptions dans certaines zones particulières, partout dans le monde, vous aurez toujours cette exception. Des endroits où peut-être le pont s'est cassé avec le temps et l'eau a repris son espace au détriment de la route, ça peut arriver. C'est le cas par exemple chez nous au Cameroun. Si vous allez dans la partie nord du Cameroun, Afrique en miniature, vous remarquerez qu'il y a ce qu'on appelle chez nous les maillots. Les maillots, c'est des petits cours d'eau, des rivières, pas des petits, des grandes rivières quand même, qui pendant la saison des pluies, lorsqu'il y a eu forte pluie, le niveau de l'eau monte tellement que les routes se retrouvent inondées. Et quand ces routes sont inondées, il n'y a rien à faire, vous ne pouvez pas circuler. C'est une erreur à ne même pas connaître. Vous ne voyez même pas la route, tout est haut devant vous. Donc, dans ce genre de cas, si je veux représenter cartographiquement ce phénomène, parce que je fais une carte peut-être à une période bien précise pour résoudre une problématique bien précise à cet endroit, je serai obligé exceptionnellement de mettre le shapefile polyligne des cours au-dessus du shapefile des routes.
Si je prends également, par exemple, le shapefile de la végétation qui est en polygone contre le shapefile des cours d'eau polygonales aussi, exceptionnellement, je vais mettre l'eau au-dessus de la végétation. Pourquoi? Parce que l'eau polygonale a tendance, enfin si je prends un fleuve qui peut être représenté comme un polygone, le fleuve ne sera jamais aussi large qu'une végétation. Il sera toujours largement moins large que le polygone d'une végétation. Du coup, il va se balader en fait au milieu de la végétation. Et c'est ce qui se passe quand nous marchons dans la forêt ou dans la savane. On rencontre parfois des fleuves au milieu de la forêt ou de la savane. Ça veut dire donc que c'est la végétation, c'est le polygone de la végétation qui porte le cours d'eau. Du coup, je vais mettre l'eau au-dessus, l'eau polygonale au-dessus de la végétation qui est elle-même polygonale. Donc, ça répond à une certaine logique visuelle, mais aussi à la réalité sur le terrain. Donc, c'est pour ça qu'ici, vous remarquerez que je mets eau de surface au-dessus de végétation. Alors, lorsque j'ai fini de résoudre ce type de problème, tout ce que je peux faire, c'est de décocher déjà le raster à partir duquel j'ai vectorisé. Cette fois-ci, pour ce cours, j'ai choisi par exemple une autre ville, hein, la feuille O1 sur 50 000 de Buea et de Douala. Buea et Douala étant deux villes camerounaises, donc j'ai choisi, ce n'est plus Kribi comme dans les deux premières vidéos. Donc c'est pas grave. Dès que j'ai fini dans cette étape, qu'est-ce que je fais? Je vais passer à la prochaine étape qui consiste à donner les symbologies définitives de chaque shapefile. Et comment est-ce que ça se passe? Je vais tout simplement cliquer sur le symbole de chaque shapefile. Du moins pour les shapefiles très simples on va dire à habiller. Donc, je clique sur le symbole au niveau du table of content. Et, première des choses, si le symbole à défaut ne me plaît pas, je peux venir en sélectionner un autre ici. Et si dans la gamme des symboles qui m'est proposé, je ne trouve rien à ma convenance, je peux tout simplement aller au niveau de Style Reference et cocher d'autres éléments. Attention à ceux qui sont 3D. Parce que si ceux qui sont 3D, si vous n'avez pas créé votre shapefile dès le départ, en considérant que vous aurez peut-être devant besoin de symboles 3D, ça va s'afficher très bien. Au moment d'exporter, ce ne sera pas visible du tout. Il faudra faire attention. Donc, au niveau du 3D, vraiment, rassurez-vous que vous avez créé votre shapefile correctement. Donc, je choisis la bibliothèque cartographique qui m'intéresse. Et en fonction de la bibliothèque cartographique que j'ai choisie, j'aurai de nouveaux symboles qui vont apparaître. Bon, je propose que nous travaillons avec le symbole à défaut. Donc, si sa taille me convient, tant mieux. Si ça ne me convient pas, je peux l'augmenter ou diminuer à ma guise. Je vais laisser par exemple passer. L'angle dans l'absolu ne me sert à rien parce que quand je regarde la forme, elle a pratiquement la même forme, quel que soit l'angle dans lequel je vais le roter. C'est en fait un angle de rotation. Donc, je vais remettre 5. Donc, je ne vais pas toucher l'angle. La couleur, je vais choisir la couleur qui me plaît. Si j'estime que la couleur noire me plaît, tant mieux. Si j'estime que je veux une autre couleur, je n'ai qu'à cliquer à côté de Color ici et choisir la couleur que je veux. Si cette palette de couleurs n'est pas assez riche pour moi, je peux aller dans More Color et composer moi-même mes propres couleurs. OK. Je clique donc sur OK. Et j'ai mon premier symbole qui est prêt. Ensuite, je vais passer au cours d'eau. Cours d'eau, je vais choisir par exemple cette couleur. Au niveau de le fill color c'est la couleur à l'intérieur du polygone. Ça veut dire qu'on a un polygone plein et non pas un rectangle. Le rectangle, je vous rappelle, c'est une forme géométrique qui est vide au milieu. Je répète, le rectangle, c'est une forme géométrique qui est vide au milieu. C'est-à-dire, on n'a que les bordures, on n'a que le cadre. Et le cadre, c'est généralement le outline color.
Tandis que le fill color, ça veut dire que je n'ai plus un rectangle, j'ai un polygone complètement plein. Et si j'ai un polygone complètement plein, je vais jouer avec le fill color pour donner une couleur. Si je ne veux pas de couleur, je peux dire que je déroule et je clique sur No Color. Mais comme c'est un cours d'eau et qu'on sait que généralement les cours d'eau de façon conventionnelle auront toujours des couleurs bleues en cartographie, je ne vais pas prendre No Color, je vais prendre une couleur bleue. Le Outline Color, je suis libre de le laisser ou pas, mais moi personnellement, je n'aime pas mettre de bordure, sauf quand je veux bien démarquer certains éléments cartographiques. Donc, je vais mettre le No Color au niveau de Outline Color et je clique sur OK et c'est bon. Je viens de prendre donc le cas de deux shapefiles très faciles à manipuler pour des questions de symbologie. Cependant, il y a des cas de figure très particuliers. Ça va être le cas par exemple du réseau routier. Souvenez-vous, le réseau routier, il a tendance souvent à être assez complexe. Pourquoi? Parce que dans un réseau routier, on peut retrouver plusieurs types de routes ou plusieurs catégories ou plusieurs classes de routes. Par exemple, si je prends type, je peux voir des routes principales, des routes secondaires, des routes en construction, des pistes. Je peux voir vraiment plein de catégories de routes possibles. Du coup, si je commets l'erreur de faire ma symbologie, comme je l'ai fait tout à l'heure avec eau de surface ou localité, j'aurai un seul symbole qui va s'appliquer à tous les autres types possibles de routes. Et du coup, visuellement, je ne pourrais pas distinguer qui est qui. Donc, dans ce genre de cas de figure, qu'est-ce que je fais? Je ne vais plus cliquer sur le symbole tout simplement pour aller dire ah tiens, vous serez peut-être en rouge comme ceci. Non. Je vais aller, si je veux, double-cliquer. Si je tiens à matérialiser vraiment que le fait qu'il y ait plusieurs types, je serai obligé d'entrer dans les propriétés du shapefile, soit en double-cliquant sur lui, soit en faisant un clic droit et en allant sur Properties. On arrive toujours au même endroit. Et dans les propriétés de ce shapefile là, je vais aller sous l'onglet symbologie. Et sous l'onglet symbologie, vous remarquerez que le type de symbologie à défaut qui est toujours là, c'est le single symbol, qui est celui que tout le monde a à défaut, que tous les shapefiles ont à défaut dans ArcMap. Moi donc, comme je ne veux pas travailler avec le single symbol, qu'est-ce que je fais? Puisque je veux éclater en fonction des types, je vais aller dans Categories. Dans Categories, je me rassure que c'est par exemple Unique Values qui est sélectionné. Maintenant, de ce côté, au niveau de Value Field, je vais dérouler pour choisir le champ. Field signifie champ. Hein. Et souvenez-vous, quand on crée les shapefiles au moment de la vectorisation, on a dit que les champs sont en fait les colonnes à l'intérieur des shapefiles. Et n'oubliez pas, je suis dans les propriétés d'un shapefile qui s'appelle réseau routier. Donc, ça veut dire que Value Field là, je vais aller choisir le champ à partir duquel je vais faire ce qu'on appelle la catégorisation. C'est-à-dire à partir duquel, le champ à partir duquel je vais éclater le réseau routier en fonction par exemple du type ou des classes ou je sais pas moi, de tout ce que vous voulez. Donc, je choisis type et je vais à Add All Values. Il va m'afficher exactement tout ce qui se trouve dans la table attributaire, dans le champ type. Et il va prendre le temps de me totaliser tout ça. Il me dit que, par exemple, quand je vectorisais, j'ai vectorisé 198 pistes au total. J'ai vectorisé 7 routes principales, 6 routes en construction et 10 routes secondaires. Donc, c'est ça à quoi renvoie ce qu'il appelle count. Donc, je m'assure que tout est OK. Ensuite, à partir de là, je peux donner donc, les symbologies à chaque élément de façon distincte. Je rappelle à ce niveau que lorsqu'on vectorise et qu'on remplit la table attributaire, il faut être extrêmement rigoureux et strict lorsqu'on ajoute des attributs dans la table attributaire. Pourquoi?
Parce que si vous ne le faites pas, ça va vous jouer des tours au moment même de la mise en page et au moment de faire des analyses spatiales. Exemple très simple. Prenons le cas de quelqu'un qui a vectorisé ces routes-ci. Mais au moment d'écrire route principale, tantôt il a écrit route principale avec P majuscule. Ensuite, pour d'autres, il a écrit avec P minuscule. Ensuite, pour d'autres, il a oublié de mettre le E à la fin. Ensuite, pour d'autres, après avoir écrit principal avec E à la fin, il s'est oublié, il a mis espace. Pour d'autres, il allait mettre peut-être principal, il a oublié, il a mis peut-être un S quelque part. Ça me fait autant de routes principales que j'ai fait d'erreurs. Et du coup, au moment de venir cliquer sur Add all Values, je n'aurai pas que le principal si, j'aurai principal avec P majuscule, principal sans P majuscule, principal avec E à la fin, principal sans E à la fin, principal avec peut-être S à la fin, etc., etc. Ça va me faire beaucoup de types de routes principales différentes, alors que dans la pratique, c'est principal tout court. Et ça aura des conséquences. Donc, au moment où je voudrais faire de l'analyse spatiale, lorsque je vais par exemple demander au logiciel, si je fais l'analyse des réseaux routiers, quel est le chemin le plus court pour arriver, je ne sais pas dans quelle localité qu'on a matérialisé là, en passant uniquement par les routes principales. Il aura du mal à me donner la bonne réponse parce qu'il ne sait pas quelle principale utiliser. Est-ce route principale avec E, S route principale avec P minuscule, etc., etc. Donc, la table attributaire doit être considérée comme une vraie base de données au sens informatique du terme. Parce que c'est ce qui se passe en informatique. Puis, lorsqu'on travaille en matière de base de données, il suffit qu'il y ait un caractère en plus ou en moins ou qui diffère et le même élément se retrouve dédoublé et du coup, ça va faire du travail et du coup, ça vous fausse un peu les résultats. Si je demande par exemple au logiciel de me calculer le nombre total linéaire, le kilométrage linéaire total de toutes les routes principales, eh bien j'aurai un faux résultat. Pourquoi? Parce que j'ai autant de routes principales que j'ai fait d'erreurs. Donc il faut être très rigoureux quand on remplit la table attributaire. Donc pour revenir à notre mise en page, à partir d'ici, je peux donc habiller individuellement comme je veux chacune de ces personnes. Je rappelle qu'à ce niveau, je peux faire monter ou descendre. Je peux classer ces éléments comme je veux. Il me suffit de sélectionner quelqu'un et de le faire soit monter avec la flèche-ci, soit le faire descendre comme ceci. Donc, je peux quand même prendre le temps de classer un peu comme je veux. Alors, à ce niveau maintenant, qu'est-ce que je fais? Pour donner à chacun sa symbologie, je vais cliquer sur le symbole à côté ici. Je double-clique sur le symbole à côté de chaque type ou de chaque élément. Et je vais donner une couleur qui me plaît. Je vais par exemple prendre celui-ci pour la route principale. Pour les routes secondaires, je vais par exemple prendre celui-ci. Pour les routes en construction, je vais par exemple prendre... je sais pas, par exemple celui-ci. Et pour les routes, pour les pistes, je vais par exemple prendre un trait fin de 0,20 de 0,20 d'épaisseur. Je clique sur OK et j'applique. Ensuite, je clique sur OK. Alors voilà par exemple donc, le résultat de ma catégorisation. À tout moment, n'oubliez pas, je peux modifier ça à ma guise. Par exemple, une fois que c'est ici, je peux repartir dans les propriétés du shapefile symbologie pour aller modifier un à un si jamais je me rends compte que je n'ai pas choisi quelque chose d'esthétique. Tout comme à partir d'ici, je peux directement double-cliquer sur les symboles, choisir quelque chose peut-être de plus fin ou une autre couleur, etc., etc. Donc, à ce niveau, c'est vraiment tout est possible. Donc je vais par exemple changer là et valider et vous voyez instantanément ça va se changer. Alors je vais refaire la même chose avec végétation. Pourquoi? Parce que dans végétation
lorsqu'on a fait cette vectorisation, on a pris le temps de catégoriser vraiment, pas de catégoriser, mais de distinguer les types de végétation qui s'offrent à nous sur notre fond de carte. Ça va être par exemple des forêts dégradées, des savanes arborées ou arbustives, des mangroves zones humides, des zones de culture sans arbres, etc., etc. C'est vrai que nous avons un peu forcé avec zone urbanisée. Zone urbanisée n'est pas un type de végétation, mais pour les problèmes pour les besoins de cours, de vidéos, on n'a pas souhaité créer un autre shapefile qui allait uniquement regrouper les zones urbanisées. Mais en temps normal, s'il fallait faire les choses proprement, on devait mettre zone urbanisée dans un shapefile à part. Parce que une zone urbanisée n'est pas une végétation. Donc, on a triché pour les besoins de la vidéo. Je vois également zone de culture sans arbres, etc. etc. Donc, on va procéder exactement de la même façon en allant dans les propriétés de végétation, symbologie, catégorie, unique value. Ici, il faut se rappeler tout à l'heure dans la table attributaire de végétation, on avait mis tous les types possibles de végétation dans un champ qu'on a appelé justement type. Donc je déroule, je choisis type et je clique sur Add All Values. Et il va m'afficher tout ce beau monde là. Alors, vous avez remarqué, par exemple, avec réseau routier et également végétation, que chaque fois que nous catégorisons, nous avons tout le temps une classe qui se met à part, ou du moins une symbologie qui se met à part, qui est cochable ou décochable et qui s'appelle All Other Value. All Other Value est là pour me représenter toutes les autres personnes, toutes les autres entités, tous les autres vecteurs que j'ai matérialisés à l'intérieur du shapefile que je suis en train de manipuler et plus particulièrement dans le champ que j'ai choisi pour faire la catégorisation. Ça veut dire quoi? Comme je travaille par exemple là pour le cas d'espèce sur végétation et dans le champ qui s'appelle type, si j'ai des vecteurs de végétation que j'ai matérialisés et à qui je n'ai pas donné un type, c'est-à-dire à qui je n'ai pas, pour qui je n'ai pas précisé qu'il est par exemple une simple savane herbacée ou je sais pas trop quoi là et tout, il n'allait pas pouvoir se classer ici en bas, il allait aller se mettre dans All Other Value. Pourquoi? Parce qu'au niveau de type, il n'y a pas d'attribut. Donc si j'ai pas d'attribut dans type pour ces vecteurs là, ils se mettront dans All Other Value avec une couleur à défaut. Et au niveau de count, j'aurai le nombre exact de vecteurs dans cette situation là. Donc je peux tout simplement les décocher. Sinon, on va les retrouver malheureusement tout à l'heure dans la légende et ça va m'encombrer la légende pour rien. Donc, ça veut dire, quand vous vectorisez, rassurez-vous que votre table attributaire est remplie correctement. Donc, voilà à peu près ce que ça donne. Je suis libre de modifier les couleurs ou pas, etc. Alors, voilà, moi j'ai refait un peu ma symbologie. J'ai choisi des couleurs un peu plus sympa pour les besoins de la vidéo. Alors, pour passer à la prochaine étape déjà, quelle est-elle? Il s'agit de basculer en mode mise en page. Pour basculer en mode mise en page, je vous recommande de ne pas oublier déjà d'enregistrer parce que jusqu'ici, ce qu'on avait fait dans la vidéo précédente, on avait enregistré nos vecteurs au fur et à mesure qu'on vectorisait. Et on le faisait avec l'outil Save Edit. Au fur et à mesure qu'on vectorisait, on cliquait sur Save Edit pour ne pas perdre le nombre de vecteurs matérialisés. Donc là, je vais mettre même Stop. OK. Donc Stop Edit, c'est pour sortir complètement du mode de vectorisation. Alors, si je n'avais pas enregistré des vecteurs entre temps, en cliquant sur Stop Edit, il allait quand même me mettre un message qui allait m'inviter à sauvegarder tout ce que j'ai matérialisé comme vecteur. Donc, mais ce Save Edit là, je rappelle, il ne concerne que les vecteurs. Par contre, si je veux enregistrer tout le grand projet, je vais cliquer sur Save ici en haut, la grande disquette, ou alors je viendrai dans File, Save. On aboutira exactement au même résultat. Donc, pour ce qui me concerne, je vais par exemple aller stocker ça
dans notre dossier tutoriel qu'on a créé tout à l'heure. Je vais l'appeler tuto ArcMap. Voilà. Alors, les projets ArcMap ont pour extension .mxd. C'est le format sur lequel s'enregistrent tous vos projets. Et quand je clique sur Save, l'avantage avec ça, c'est que la prochaine fois que je vais vouloir venir travailler sur mon projet, je vais le retrouver tel que je l'ai laissé, au niveau de zoom que je l'ai laissé, avec les symbologies que j'ai déjà eu à faire et les shapefiles que j'ai choisi de modifier, etc. Alors que le Save Edit, si je n'enregistre pas, alors que Save Edit, autant pour moi, si je me contente de Save Edit et de fermer mon projet sans cliquer sur la grande disquette ici ou bien sans sauvegarder tout mon projet, la prochaine fois que je vais revenir, je serai obligé d'aller encore chercher mes shapefiles avec le Add Data pour les rajouter encore un à un, refaire encore la symbologie, etc. Alors qu'en enregistrant là-bas en haut, il n'y a pas de souci. Alors, sans plus tarder, pour switcher donc en mode mise en page, pour basculer en mode mise en page, je vais venir cliquer ici en bas sur ce qu'on appelle le Layout View. Lorsque je clique sur Layout View, j'entre définitivement en mode mise en page et comme par hasard justement, j'ai la possibilité maintenant de voir les bordures du format que j'ai choisi ou du format à défaut que le logiciel a choisi pour moi pour que je fasse ma mise en page proprement. Et aussi, je remarque que j'ai des outils qui se sont activés. Ceci. Alors, chez moi, parce qu'ils étaient déjà fixés dans ces espaces gris-là, cette barre d'outils s'est contentée de s'activer au lieu d'apparaître. Donc, alors que si je ferme, lorsque je reviens, vous voyez, elle apparaît. J'ai beau l'avoir fermée définitivement. Quand je reviens ici et que je clique sur Layout View, il apparaît. Donc, si je veux pas qu'il passe son temps à apparaître et disparaître, je peux tout simplement le mettre quelque part. Et puis, chaque fois que je vais venir en mode mise en page, il va se contenter autant pour moi de s'activer. Alors, lorsque je suis en mode Data View, qui est le mode à défaut dans lequel ArcMap s'ouvre lorsque on part d'un projet à zéro, etc. C'est généralement le mode Data View. Lui, c'est ces outils-ci qui prévaut. Et comme par hasard, ils sont équivalents à ces autres outils-ci, mais en mode mise en page. Donc, comment est-ce que ça se passe à partir d'ici? C'est que cette loupe-ci, tout ce qui est zoom, dézoom, c'est-à-dire loupe plus, loupe moins, y compris fixe zoom in et fixe zoom out, y compris ceci, ils vont affecter en fait la carte à l'intérieur de la page et non pas la page en elle-même. Je m'explique. J'ai un premier cadre qui correspond aux limites de mon format et j'ai un deuxième cadre qui correspond aux limites du frame. Le frame qui était ici layer. Alors, ces limites-là, je peux les placer comme je veux, je peux zoomer, dézoomer, peu importe. Mais surtout, vous remarquerez, quand je prends cette loupe, la loupe du mode Data View, et que je viens par exemple zoomer ici, comme ceci, vous voyez, ça zoome toute l'image, toutes mes données à l'intérieur du frame, de l'espace du frame. L'espace du frame étant représenté par le deuxième cadre qui est à l'intérieur de mon format. Alors que, je vais un peu annuler ça en revenant, alors que si je prends l'outil de tout ce qui est loupe, zoom in, zoom out, du mode mise en page, en zoomant toujours ici, comme ceci, vous voyez, c'est toute la page qui a zoomé. Ce n'est pas les données à l'intérieur du frame qui ont zoomé, mais c'est toute la page. C'est un peu comme si je me suis rapproché de mon format qui était accroché sur un mur un peu loin. Je me rapproche, ou bien je recule, je m'éloigne, et en fonction de ça, je peux voir plus ou moins certains détails, etc. Mais, dans l'ensemble, dans l'absolu, mes données sont restées positionnées au même endroit. Alors que si je fais ça, avec l'outil loupe simple du mode Data View, il me zoome complètement pour de vrai toutes mes données.
Alors, une fois que je suis en mode de mise en page et que j'ai bien pris connaissance de quelques outils qui vont m'aider, j'ai oublié par exemple celui-ci. Celui-ci, il correspond à Full Extend qui est ici la boule du monde bleu. Bon, vous avez le 1.1, ce bouton-ci, qui correspond à 100% de zoom, c'est-à-dire si je ne veux pas venir ici dérouler et choisir 100% de zoom, je peux directement cliquer dessus. Bon, vous avez les fixes zoom in, c'est exactement comme celui-ci, fixe zoom out. Vous avez go back to extend, go forward to extend, c'est l'équivalent des deux-ci, vue précédente, vue suivante, etc. Alors, pour ce qui est de la suite, il s'agira pour nous de cadrer notre image par rapport au format que nous allons aller choisir, mais aussi par rapport à l'orientation de ce format-là qu'on va aller choisir. Donc, ça se passe comment concrètement? Déjà, je dois me dire, est-ce que à vue d'œil, j'ai besoin de cadrer? Est-ce que mes détails cartographiques se voient assez bien à 100% de zoom? Pourquoi 100% de zoom? Je rappelle que quel que soit le logiciel au monde, qu'il soit un logiciel de géomatique ou pas, de texte comme Word ou pas, ou PDF, etc., quel que soit le logiciel qu'on utilise dans le monde, lorsque je suis à 100% de zoom, je peux apprécier sa clarté et son niveau de détail comme si j'avais le document déjà imprimé sous mes yeux. Donc si à 100% de zoom, des détails ne se voient pas bien, ce n'est pas à l'impression que ça se verra bien. Donc si à 100% de zoom, j'ai des détails trop gros, trop encombrants, ça veut dire que même à l'impression, lorsque j'aurai le papier devant moi, j'aurai exactement la même sensation. Donc ce genre de détails, pour apprécier des détails, la lisibilité, la clarté, il est conseillé d'aller toujours à 100% de zoom. Alors, est-ce qu'à 100% de zoom, je vois que mes détails sont assez clairs et nets? Moi, je vois que oui. Donc, ça veut dire que je peux rester sur ce format-là. Mais à titre indicatif, si je veux faire une carte plus grande, parce que j'ai envie d'imprimer peut-être ma carte en A0 ou en A3, on va aller choisir tout à l'heure les formats et l'orientation de ma carte. Alors, en matière d'orientation, je remarque que ma carte n'est ni trop étalée dans le sens de la longueur, ni trop étalée dans le sens de la largeur. Donc, peu importe le format que je prends, ça va aller. Mais si j'avais une carte, je parle des vecteurs en eux-mêmes que j'ai vectorisés et qui constituent ma zone d'étude, si je me rends compte qu'elles étaient plus larges que hautes, j'allais aller choisir un format paysage et non pas un format portrait. Ou du moins une orientation paysage autant pour moi et non pas une orientation portrait. Donc dans tous les cas, pour cadrer, une fois que je me suis rendu compte que tout a l'air bien lisible et que je n'ai peut-être pas besoin de changer de format, ben, tant mieux, je vais gérer les questions d'orientation. Alors, pour gérer ces deux éléments, si besoin, je vais aller dans File. Dans File, je vais dans Page and Print Setup. Dans Page and Print Setup, j'ai deux façons de travailler pour ce qui est du choix du format. Alors, pour ce qui est du choix du format, soit je m'adapte à l'imprimante physique ou virtuelle qui est installée sur mon ordinateur. Je rappelle qu'il y a des imprimantes virtuelles. Par exemple, quand vous voyez Adobe PDF, c'est une imprimante virtuelle, c'est-à-dire ce n'est pas une imprimante physique, puisqu'elle n'existe pas. Il n'y a pas d'imprimante qui s'appelle Adobe, il n'y a pas d'appareil d'imprimante qui s'appelle Adobe, ou qui s'appelle Fax, ou qui s'appelle Microsoft Print to PDF, ou Microsoft XPS Document Writer, ou OneNote, ou Solid machin et tout. Ça, généralement, ça vient avec les logiciels que j'ai installés, que vous pouvez installer dans votre machine. Chacun vient avec son imprimante virtuelle. Donc, chaque imprimante virtuelle et même physique vous permet d'accéder à divers formats. Par exemple, si je prends mon imprimante HP Smart Tank 530 Series sans publicité, vous pourrez checker sur Google, vous remarquerez que c'est une imprimante dont le format maximal n'est que le A4. Ça veut dire que après l'avoir choisi, au niveau de paper size ici, lorsque je déroule, j'ai du A4 et légèrement
légèrement un peu plus, mais je veux tourner toujours dans des choses très proches du A4. Vous voyez, je n'ai par exemple pas de A3, mais j'ai des formats plus petits qui descendent plus bas. Alors, par contre, si je choisis par exemple Adobe PDF et que je reviens choisir la taille de mon format, je me rends compte que, ah tiens, subitement, j'ai le A3. Je n'ai même pas les B, machin et autres. J'ai le A4, le A3, je n'ai pas les B5, les B6, les B, je sais pas trop quoi, qui sont des formats légèrement plus petits que le A4, comme on l'avait tout à l'heure avec mon imprimante matérielle physique. Alors, c'est le cas exactement même avec Fax. Fax aussi, il va me proposer ces formats. Il me propose tout ce que je vois là, A4, il n'a pas de A3. Il me propose même un A4 horizontal, un A4, j'ai vu plus, A4 plus, A5, etc., etc., des enveloppes, etc. Donc, j'ai donc le choix, soit je travaille avec une imprimante qui a vraiment tous les grands formats, qu'elle soit virtuelle ou physique, soit alors je décide de ne pas gérer les questions de format où je vais devoir d'imprimante autant pour moi qui vont s'enchaîner avec l'orientation que je veux. Est-ce que je veux une orientation en portrait ou en paysage? Portrait, c'est portrait. Paysage, c'est landscape. Donc, soit je travaille avec cette moitié du haut, soit j'ignore complètement le haut en venant décocher ici. Là où c'est marqué Use Printer Paper Setting, je décoche ça pour me dégager, pour m'affranchir de toute la moitié du haut là. Et en ce moment, j'ai donc le choix ici plus bas au niveau de Page Standard Sizes. Je peux venir choisir vraiment toute une gamme de formats déjà bien définis. Et ici, si je ne trouve pas un format qui correspond à mes besoins, je peux aller dans Custom. Dans Custom, ici en bas, il me permet de choisir, de mettre moi-même les valeurs, les dimensions que je veux en termes de largeur, de hauteur, etc. etc. Donc, c'est ça l'avantage à travers avec la partie du bas qui s'appelle Map Page Size, plutôt que de travailler en haut avec les paramètres des imprimantes. Ok. Donc, pour revenir à nos moutons, je vais choisir un peu le A4, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'à 100% de zoom, mes détails routiers se voyaient plutôt très bien, y compris mes localités, y compris tout ce que j'ai comme vecteur. Donc, et également que je choisisse autant pour moi le paysage, landscape ou portrait, ben, il n'y aura pas de problème parce que l'extension générale, toute l'emprise de tout ce que j'ai vectorisé comme vecteur n'est ni trop large ni trop haut, c'est plus ou moins parfaitement carré, donc ici l'orientation n'aura pas vraiment d'influence. Donc une fois que j'ai choisi ce que je veux ici, je clique sur OK. Et une fois que j'ai cliqué sur OK, je vais pouvoir tout simplement procéder au cadrage. Alors, comment est-ce que le cadrage se fait? Déjà, vous avez remarqué, dans un premier temps, on était à ce niveau, donc je me rassure bien que j'ai dragué, que j'ai zoomé en faisant un drag qui va vraiment circonscrire bien les bordures, parce que je rappelle que lorsqu'on fait une carte, on ne veut pas de vide en haut, en bas, à gauche et à droite. Tous mes vecteurs doivent être bien à ras par rapport aux limites, aux bordures du frame. Le frame que voici, voilà son cadre ici. Ok. Donc, une fois que c'est fait, je rappelle qu'au moment de faire le cadrage, ma carte doit occuper les 3/4 de la page et le 1/4 restant doit être réservé aux métadonnées et à tout le reste de l'habillage cartographique. Ça va être par exemple l'échelle, le nord géographique, la grille de coordonnées, la légende et autres métadonnées, le logo, etc., etc. Donc, la carte, c'est-à-dire l'espace du frame, doit occuper, je répète, les 3/4 de la page. Donc, là, je suis en train de réduire pour qu'il n'y ait pas d'espace en haut et en bas. Je vois qu'en haut, par exemple, j'ai un espace. Voilà. Donc, je pense que là, maintenant, tout est à ras.
Alors, je n'oublie pas de descendre légèrement parce que j'ai le titre à mettre, le titre de ma carte. Je rappelle que le titre n'est pas obligatoire et que tout dépend des cas de figure. Si c'est par exemple une carte que je dois aller mettre dans un rapport, un travail de recherche, un mémoire, une thèse, je sais pas moi, un rapport de terrain, en ce moment, il n'est pas astucieux de mettre le titre ici en haut. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, lorsqu'on travaille avec LaTeX ou bien Word, il y a la possibilité de mettre les titres automatiquement. Et ces titres ont une numérotation qui va s'implémenter automatiquement. Donc, il ne me servira de rien de mettre ici, par exemple, carte de localisation ou bien carte de la zone Douala-Boya ou Boya-Douala. Et puis, je vais encore dans Word, j'importe la carte là-bas, je la colle dans mon rapport et puis je mets encore la légende en bas qui va se générer automatiquement avec les numéros, peut-être figure numéro 4. Je mets encore carte de Boya-Douala. Ça me fera 2 fois le même titre et puis ce sera donc pas très intéressant comme ça en termes de présentation. Donc, par contre, si c'est une carte que je sais que je vais imprimer directement, je peux m'amuser donc à mettre un titre là en haut. Ok. Bon, nous on va prendre le cas d'une carte qu'on va imprimer directement. Donc, je cadre ça comme ceci. Je me suis amusé avec les outils du Data View, du mode Data View, pour bien zoomer tout mon jeu de données vectorisé et m'arranger à ce qu'il rase complètement les bords du frame. Donc, on vient de finir le cadrage. La prochaine étape de notre vidéo va donc consister, après le cadrage, choix du format, orientation, à étiqueter. Étiqueter, c'est tout simplement cette action qui va nous permettre d'afficher, par exemple, le nom des localités ou le nom de tout ce que je veux voir affiché qui apparaît sur ma carte. Donc, ArcMap, il parle de label, to label, pour parler de l'étiquetage. Donc, on va le faire avec 2 cas. Le premier cas, c'est lorsque j'ai un shapefile qui ne nécessite pas un étiquetage compliqué. Alors, ça se passe comment? Je vais aller dans les propriétés du shapefile. Une fois que je suis dans les propriétés du shapefile, je vais sous l'onglet Labels. Et une fois que je suis sous l'onglet Labels, je vais cocher Label Features in these layers, qui est la seule action qui me permet d'afficher toute étiquette à partir des champs qui sont dans la table attributaire du shapefile que j'ai créé. Alors, souvenez-vous, dans localité, on a créé un champ qui s'appelle nom. Nom pour porter le nom de chaque localité de notre zone d'étude. Donc, je me rassure donc au niveau de text string, label field, que c'est bel et bien le nom du champ qui porte les étiquettes que je veux voir. Par exemple, les noms des localités. Donc, je me rassure que c'est bel et bien nom qui est coché. Je peux éventuellement modifier la taille des étiquettes et la couleur, mais je peux par exemple prendre 10, mais dans tous les cas, il est possible de revenir changer la couleur, la taille et même la police, mettre en gras, italique ou souligné si on veut, en fonction des besoins de la lisibilité, etc. Donc dès que je finis, je clique sur appliquer, ensuite sur OK. Et voilà le résultat. Si je vais à 100% de zoom, par exemple, vous remarquerez donc que j'ai des étiquettes qui apparaissent, c'est les noms des quartiers. Deuxième méthode, ou deuxième cas de figure, c'est lorsque j'ai par exemple un shapefile dont je ne veux pas que toutes les étiquettes du champ choisi apparaissent. On a vu tout à l'heure avec localité, lorsque j'ai choisi le champ nom pour faire l'étiquetage, toutes les localités qui sont à l'intérieur et que j'ai vectorisées sont apparues sans discrimination aucune. Alors, pour cet exemple, vous allez me permettre de prendre un shapefile que je n'ai pas pensé à ouvrir tout à l'heure. C'est le shapefile des
Courbe de niveau. Alors, ce qui se passe généralement avec les courbes de niveau, c'est quoi? C'est que on a parfois besoin, je vais zoomer à un endroit particulier, on a parfois, il est coutume d'étiqueter uniquement les courbes de niveau maîtresse, on est d'accord, et pas les courbes de niveau normal. Donc, ça va être le cas par exemple ici. Si je vais étiqueter les courbes maîtresses et que je m'amuse à le faire de la façon classique, c'est-à-dire comme on l'a fait tout à l'heure, je vais me rendre compte que en cliquant bien sur Label Features in this layer et en prenant Contour qui est le champ dans lequel j'ai mis les altitudes, il va se poser le problème selon lequel toutes mes altitudes vont apparaître, qu'elles soient maîtresse, normale, vraiment tout le monde, ça va apparaître. Or, je ne veux pas ça. Le deuxième problème que j'aurai, c'est que je vais me retrouver dans un cas de figure où j'aurai des... Vous savez que les altitudes des courbes de niveau, elles ne sont pas entrecoupées, les valeurs d'altitude ne sont pas entrecoupées par les lignes, par la courbe de niveau en elle-même, par la forme géométrique de la courbe de niveau concernée. Donc, il va falloir gérer tout ça. Alors, là encore, il existe plusieurs façons de procéder, mais dans le cas de ce qu'on va voir, la façon la plus simple, claire et nette de procéder, qui ne marchera pas toujours lorsque j'ai la malchance d'avoir, par exemple, un fond de couleur en dessous de mes courbes de niveau. Ça peut être la végétation, ça peut être n'importe quel autre vecteur qui représente l'occupation du sol. Et il ne faudrait donc pas que j'ai des taches, des espèces de taches qui me permettent de protéger le label, l'étiquette des courbes de niveau de la ligne, de sa courbe de niveau et tout, que cette enveloppe géométrique que je vais mettre, qu'elle ne déteint pas sur le fond de carte que j'ai en dessous, sur la couleur de fond que j'ai en dessous. Donc, on ne verra donc que la méthode la plus simple, celle-là qui a cet inconvénient que je viens de décrire. Alors, concrètement, ça se passe comment? Pour étiqueter, je vais déjà décocher Label Feature. Pour étiqueter, qu'est-ce que je fais? Je vais aller, premièrement, dans les propriétés du shapefile concerné. Et une fois que je suis à l'intérieur, je vais me permettre de cacher d'abord tout ça pour qu'on se concentre uniquement sur les courbes de niveau-ci. Ok, donc je vais aller dans Labels. Dans Label, je vais bel et bien d'abord cocher Label Features in this layer. Sauf que, si vous avez été attentif, juste en dessous, il y a la méthode. Et dans la méthode, c'est marqué Label all the features in the same way, c'est-à-dire étiquette toutes les entités vectorielles, parce que features ici, dans ArcMap, dans l'univers ArcGIS, signifie entité vectorielle matérialisée. Donc, étiquette toutes les entités vectorielles matérialisées de la même façon, same way. Or, il se trouve donc que ça, c'est la méthode à défaut, et c'est pas celle que je veux. Du coup, je vais dérouler là pour voir ce qu'on me propose et je vais tomber sur une autre option qui s'appelle Define classes of each features and label each class differently. C'est-à-dire quoi? Définir des classes d'entités vectorielles et étiquette chacune des classes différemment. Et c'est exactement ce que nous allons faire tout de suite. Donc, de façon concrète, dès que j'ai choisi cette option, vous avez vu que l'interface a complètement changé et subitement j'ai de nouveaux boutons qui apparaissent. Avant d'entrer dans ces boutons, au niveau de Text String Label Field, je me rassure que c'est bel et bien l'étiquette que je veux, que c'est bel et bien le champ qui porte mes altitudes, mes valeurs d'altitude qui est sélectionné là. Ok. Par la suite, je vais aller dans SQL Query. Et quand je clique sur SQL Query, c'est-à-dire ce bouton-ci, je me retrouve face à un éditeur de requêtes SQL. SQL, je rappelle, qui est un langage propre à tout ce qui est base de données et autres. Donc, une fois que je suis dans cette petite fenêtre, je vais sélectionner
il y a plusieurs façons de le faire, mais on va prendre une un peu basique là. Je vais sélectionner uniquement les étiquettes qui m'intéressent. Donc pour ça, qu'est-ce que je fais? Je vais taper une requête. Si je connais parfaitement la syntaxe, je peux m'amuser à taper cette requête ici, mais je déconseille fortement parce que il suffit d'un espace en plus ou en moins ou d'un caractère bizarre qu'on a oublié et pour faire échouer la requête. Donc je vous propose plutôt de cliquer sur les différents endroits de ma fenêtre pour construire ma requête. Tant que je suis dans un espace blanc, comme ici, si je veux sélectionner quelqu'un, je dois double-cliquer sur lui. Donc, je vais prendre contour. Maintenant, je vais venir ici. Tout ce qui est espace gris là, je vais devoir cliquer dessus une seule fois. Et non pas deux fois. Donc, contour égal. Comme je ne connais pas forcément de tête toutes les valeurs qui apparaissent là-dedans, je vais venir, je vais venir sur Get Unique Value. Et dans Get Unique Value, si je ne connais pas les valeurs qui sont là, je peux par exemple taper peut-être les premières valeurs. Dès que je tape, il me montre déjà toutes les valeurs d'altitude qui commencent peut-être par 1. Donc, je vais dire, et je rappelle que les courbes maîtresses, c'est des valeurs du genre, elles ont des valeurs d'altitude du genre 100, 200, 300, 400. Donc, dès que j'ai tapé 1 pour rapidement trier et m'éviter de défiler longtemps, je double-clique. Égale 100. Je clique, donc je double-clique ici. Ensuite, je reviens là. Donc, je double-clique sur la valeur d'altitude. Ensuite, je viens cliquer une seule fois sur OR. Je repars maintenant double-cliquer sur contour. Je clique encore une fois sur égal. Je reviens maintenant prendre 200. S'il n'était pas à côté, s'il est à côté, tant mieux. Et je reprends la même opération OR. Contour égal. Cette fois-ci, 300, je double-clique, OR, contour, égal, 400, etc., etc., jusqu'à ce que j'arrive à faire toutes les altitudes concernées. OR, contour, égal, par exemple déjà 500, etc., etc. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais... si vous avez la chance d'avoir préenregistré un fichier comme celui-là, vous pouvez tout simplement aller importer ce fichier pour venir l'utiliser ici. Donc, pourquoi? Parce qu'il est possible de taper cette requête et de l'enregistrer ici en mettant Save. Vous partez le stocker quelque part dans votre dossier de travail pour pouvoir faire appel à lui dans X jours, X mois, X années, au cas où je vais encore m'en servir, et ça m'évitera de réécrire ceci. Alors généralement à ce niveau, je conseille souvent aux utilisateurs, aux professionnels et même les amateurs de taper cette requête de 100 jusqu'à je ne sais pas quel est le point le plus haut du monde. Si par exemple le point le plus haut du monde c'est 6000 mètres d'altitude, vous tapez cette requête jusqu'à 6000 mètres d'altitude et puis le tour est joué. Vous pouvez jouer aussi avec d'autres éléments, d'autres opérateurs ici, mais on va pas les voir. Mais sachez que, bref, arrangez-vous à faire une requête qui vous permette de couvrir toutes les valeurs d'altitude de 100 au point à l'altitude maîtresse la plus élevée du monde, et vous gardez ce fichier et puis vous pourrez le réutiliser autant de fois que vous voulez. Donc je vais clôturer par exemple moi avec 600, je n'ai pas le temps de faire tout. Je clique sur OK, je vais appliquer et cliquer sur OK. Et j'ai par exemple 600 qui apparaît. Voilà, 600, j'ai des 500, etc., etc. Donc j'ai probablement des 400 quelque part. Je vais me permettre d'aller peut-être jusqu'à 800 pour qu'on ait quelque chose de plus... voilà. Donc, OR, contour, égal, 700. OR, contour, égal, 800. Allez, on va aller jusqu'à 900. Et je vais m'arrêter là. Ok. Donc ça me donne une zone, j'ai une très jolie zone comme celle-ci. Voilà. Ok. À ce niveau maintenant, qu'est-ce que je fais?
J'ai résolu le problème de l'étiquetage, une partie du problème de l'étiquetage en choisissant uniquement ceux qui doivent s'afficher et en négligeant ceux que je ne veux pas voir. Vous remarquerez par exemple que toutes les courbes intermédiaires, toutes les courbes normales, autant pour moi ici, partout là, elles n'ont pas d'étiquette, donc ça me résout une partie du problème. La deuxième partie du problème, il faut empêcher maintenant que les étiquettes soient coupées par des lignes. Il faut déjà qu'elles se mettent déjà sur la ligne concernée et non pas légèrement au-dessus ou en dessous ou sur le côté, non. Il faut qu'elles se placent sur la ligne qui représente la courbe maîtresse pour laquelle elle est là. Donc, je vais déjà faire ça, mais ensuite, je vais m'arranger à ce qu'une fois que c'est dessus, que la ligne ne traverse pas la valeur en question pour la découper comme si j'ai fait une rature et que je barre. Alors, pour cela, je vais aller dans Labeling. Je vais cocher Use Maplex Engine qui va me permettre d'accéder à beaucoup d'outils que je n'ai pas forcément, mais au niveau des propriétés du shapefile, il va m'activer beaucoup de petites choses qui concernent l'étiquetage que je n'ai pas naturellement quand je vais dans Label des propriétés du shapefile. Donc, il est très utile de l'activer. Il me résout aussi pas mal de petits problèmes. Il règle parfois aussi certains conflits mineurs, certains problèmes de disposition très rapides là et tout. Le Maplex Engine règle ça très facilement, donc je l'active. Et ensuite, je vais dans les courbes de niveau. Dans les courbes de niveau, je vais aller dans Placement Properties. Vous voyez, Placement Properties, tel que le Use Maplex Engine est activé, vous voyez ce que j'ai dans Placement Properties. J'ai pratiquement 4 onglets avec une certaine interface. Par contre, si je décoche et que je repars dans Placement Properties, vous voyez, l'interface est légèrement différente. C'est pourquoi je disais tantôt que le Use Maplex Engine me donne accès à beaucoup plus de possibilités. Alors, je l'ai réactivé, je repars. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Première des choses, je vais aller choisir sa position. Donc, je clique sur Placement Properties. Dans Placement Properties, je me rassure que je suis sous l'onglet Label Position. Dans Label Position, je vais au niveau de Contour Placement. Et vous voyez que quand je choisis Contour Placement, il me met déjà d'office des étiquettes sur la ligne des altitudes maîtresse. Donc, tant mieux. Sauf que ça ne suffit pas. En topographie, il y a une norme. Cette norme, c'est l'alignement des chiffres. Je ne vais pas revenir dessus parce que ce n'est pas l'objet du cours, mais il y a une façon dont les chiffres doivent être alignés. Regardez par exemple ici, je suis avec l'alignement à défaut des étiquettes, du moins l'orientation à défaut des étiquettes. Lorsque je regarde cet exemple qui est à côté et qui correspond à Page Alignment, je me rends compte que la ligne la plus extérieure, elle a 20 mètres d'altitude. Plus je vais à l'intérieur, plus augmente, c'est-à-dire à l'intérieur, la prochaine qui suit c'est 30. Ça veut dire que logiquement, celle qui est au milieu c'est 40. Donc, on peut dire qu'on est en train de grimper progressivement. Donc, ceci représente une colline. C'est bien beau. Sauf que, par le bas ici, l'écriture est très bien orientée. C'est-à-dire qu'en dessous des pieds du chiffre 100, je dois avoir une valeur inférieure. Et c'est le cas, par exemple, j'ai 20. Par contre, ici, au lieu que en dessous de mes pieds, des pieds du chiffre, j'ai une valeur inférieure, je retrouve plutôt avec une valeur supérieure comme j'ai ici. Et ça, c'est pas normal. C'est-à-dire que vous voyez, tel que 20 mètres d'altitude est placé, si je vais au pied de 20, je dois avoir une valeur inférieure qui est 10 et non pas 30. Ça veut dire que de ce côté, c'est très mal écrit. Du coup, je vais cliquer sur Uphill Alignment. Et vous remarquerez que les chiffres se sont retournés pour que cette logique reste vraie, à savoir à mes pieds, je dois avoir une valeur inférieure et au-dessus de ma tête, je dois avoir une valeur supérieure à moi. C'est ça la logique, c'est une norme en matière de cartographie topographique, c'est comme ça que ça se passe. Donc, je viens cliquer dans Uphill Alignment pour que
tout soit OK. Et je clique sur OK. Voilà. Si j'applique un peu, ça va me placer déjà mes étiquettes comme il faut. Sauf que, comme je vous disais, il faut maintenant résoudre le problème de que la ligne ne doit pas découper, barrer la valeur. Donc, pour ça, je vais aller dans Symbole. Dans Symbole, je vais dans Edit Symbole. Dans Edit Symbole, je vais aller là où c'est marqué Masque. Et Masque, je veux cocher Allo. Quand je mets Non, déjà quand c'est Non, vous remarquerez, ici, il n'y a pas grand chose à voir. J'ai mon altitude, sans souci. Mais quand je clique sur Allo, il y a une espèce d'enveloppe blanche qui s'est mise autour de 600. Je peux agrandir cette enveloppe, ce Allo là. Et vous voyez qu'il a grandi aussi. Mais comme on est dans des étiquettes, il ne faut pas non plus que ce Allo me cache tout le monde. Je vais remettre la valeur à défaut qui est 2. Je clique sur OK. OK. J'applique. Et je clique sur OK. Et voilà. Par exemple ici, la ligne de la courbe de niveau maîtresse 700, elle ne découpe plus sa valeur d'altitude et ce sera ainsi partout. Donc ça c'était le cas particulier, un cas particulier d'étiquetage. Alors sans plus tarder, je vais passer à la prochaine étape puisqu'on a fini avec l'étiquetage. On va maintenant attaquer tout ce qui est ajout des éléments, des autres éléments d'habillage cartographique. Donc le nord, l'échelle, la grille de coordonnées, la légende, le logo, le titre, etc., etc. Donc, pour ce qui est du nord géographique, pas de panique, je vais dans Insert, North Arrow. Dans la fenêtre qui apparaît, je choisis tout simplement le modèle qui me plaît. Par exemple, je vais prendre celui-ci. Dès que je le sélectionne et que je clique sur OK, il apparaît immédiatement là sur le côté. Quitte à moi donc de le porter et de le placer là où je veux. Je rappelle qu'on peut placer ce nord directement à l'intérieur, quelque part à l'intérieur de l'espace du frame qui a tous mes vecteurs que j'ai matérialisés. Mais attention, le problème avec ça, c'est qu'il faudrait se rassurer que le nord en question, si je le mets là-dedans, qu'il ne cache pas une information utile. Ça veut dire que si je veux le mettre là, par exemple, je vais me rassurer, par exemple, que je le mettrai peut-être dans un coin ici en haut pour ne pas cacher peut-être cette localité, etc., etc. Également, parce que je vais devoir générer une grille de coordonnées tout à l'heure, je vais déplacer légèrement mon frame, donc tout ce qui porte la carte, mes vecteurs, je vais déplacer ça légèrement de côté pour que quand je vais générer la grille de coordonnées tout à l'heure, qu'elle ne gêne pas le nord géographique qui est là. Parce que, je répète, ce que ArcMap me propose, là, c'est le nord géographique. Donc, ce qui est ici dans Insert North, c'est le nord géographique. Ce n'est pas le nord magnétique ou autre. OK. Donc, pour insérer une échelle graphique, par exemple, je vais toujours à Insert et je clique sur Scale Bar. Lorsque je clique sur Scale Bar, j'ai accès à une fenêtre qui va me proposer différents modèles. Je vais choisir donc le modèle qui me plaît, par exemple celui-ci. Je me rassure par la suite que Scale to Fit Page est bel et bien coché. Ça doit être coché, j'insiste dessus. Ensuite, je vais dans Properties. Et dans Properties, je calibre les dimensions, le nombre de divisions et de sous-divisions de mon modèle. Par exemple, je veux prendre 1 pour 2. Ensuite, je me rassure qu'au niveau de When Resizing, Adjust Division Value, je me rassure que c'est ça la valeur à défaut. Je dois refuser, je vous déconseille d'accepter les autres options. Donc, rassurez-vous que When Resizing, Adjust Division Value. Il va me permettre de faire en sorte que si par exemple j'estime que mon échelle graphique est trop longue et que je veux réduire sa longueur manuellement, que l'échelle reste vraie. Et pour que l'échelle reste vraie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va modifier les valeurs qui sont visibles dessus. Par exemple, si ça partait de 0 à 200 miles, il va modifier, il va mettre peut-être 150 miles au lieu du 200 là. C'est un exemple. Donc, c'est pour que l'échelle reste vraie par rapport à la nouvelle dimension que je viens
de mettre sur mon échelle graphique. Par contre, le Scale to Fit Page qu'on cochait là, il est très utile parce que il peut arriver que peut-être mon patron ou mon encadreur, mon enseignant, si je suis étudiante, il me dit vraiment, tu as fait une très belle carte, mais va zoomer seulement peut-être ici là, c'est-à-dire sur une petite zone à l'intérieur de ce que moi j'ai pu vectoriser. Il faudrait qu'en allant zoomer là, que l'échelle reste vraie. Alors ce qui va se passer dans ce cas de figure, en venant zoomer uniquement ici, l'échelle, la longueur de l'échelle graphique va rester sans modification, mais les valeurs, elles vont se modifier pour conserver l'échelle. C'est très important. Ok. Donc, je repars dans mes propriétés. J'ai dit, je choisis une division pour deux sous-divisions. Ça, c'est mon choix. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes choix que moi. When resizing, adjust division value, c'est OK. Maintenant, je peux dire que je ne veux pas travailler en miles. Je veux peut-être travailler en kilomètres. En ce moment, je déroule. Je choisis kilomètres. Si je voulais travailler en mètres, tant mieux. Mais rassurez-vous que si je travaille en mètres, rassurez-vous que votre zone d'étude est suffisamment petite pour que le mètre soit approprié. Ma zone d'étude, elle est assez grande, assez kilométrique, donc je peux prendre le kilomètre. Maintenant, est-ce que je veux que le mot kilomètre apparaisse tout juste après les étiquettes, les valeurs d'échelle de l'échelle graphique? Si c'est le cas, je laisse after label, tant mieux, mais j'ai d'autres possibilités. On va pas entrer là-bas. Au niveau de label, est-ce que je veux le mot kilomètre en entier, le mot entier, complet, ou bien je vais abréger? Donc moi, je propose qu'on abrège kilomètre par km. Ok. Par la suite, je vais aller dans Numbers and Max. Au niveau de Numbers Frequency, je vais dérouler et choisir une autre option que de voir les valeurs sur les divisions, les valeurs de l'échelle graphique là. Je ne veux pas les voir sur les divisions et le premier first midpoint. Encore que comme je n'ai choisi qu'une division pour deux sous-divisions, je n'aurai que 3 barres. 3 barres verticales sur mon échelle graphique. Donc du coup, je n'ai pas de premier milieu de point. Je n'ai pas de premier milieu de point. Donc je peux laisser ça comme ça, mais bof. Moi généralement, je préfère quand même mettre division au cas où je décide d'augmenter le nombre de sous-divisions de mon échelle graphique. Donc, pour que les valeurs de l'échelle n'apparaissent qu'au niveau des grandes divisions, ben, je choisis Division. Le reste sans changement, je vais appliquer, cliquer sur OK, et puis encore sur OK. Et puis voilà mon échelle qui vient de se générer. Je vais un peu aller zoomer dessus pour diminuer un peu la taille parce que je trouve un peu trop inutilement long. Et surtout aussi, il est plus esthétique d'avoir des échelles sans valeur décimale. Avec des valeurs, il est conseillé d'avoir des échelles qui ont des valeurs un peu plus rondes. C'est-à-dire, on ne veut pas avoir 2, quelque chose. On ne veut pas avoir des valeurs comme 6. On veut pas avoir, il faut des chiffres ronds, peut-être, ça peut être 2, ça peut être 4, ça peut être 5, ça peut être 10 km ou mètres, bref. Mais pas des valeurs un peu bizarres. Donc, comme je trouvais ma longueur un peu trop grande, j'ai diminué la longueur. Et vous avez vu, il est passé automatiquement de 2,5 à 2 km pour conserver l'échelle. Alors, je viens d'insérer l'échelle. Maintenant, je veux passer à la suite. Si je veux insérer, par exemple, un logo, il ne faut pas oublier, mon logo, c'est une image. Et pour ça, je peux venir à Insert Picture. Si j'ai mon logo quelque part, j'espère que je l'ai encore à côté, je vais aller dans Image. Oui, dans Image, je dois avoir mon logo quelque part. Alors, logo, par exemple celui-ci, je le sélectionne. Voilà mon logo. Je vais le diminuer un peu pour le placer là quelque part. Je n'hésiterai pas à aller à 100% de zoom pour mieux le guetter, ou bien je le place même plus bas là, peu importe. Bon, peut-être là, j'en sais rien. J'essaie quand même de centrer.
Je vais aller à 100% de zoom pour me rassurer que il n'est pas trop gros ou trop petit. Bon, je pense que là, ça peut peut-être aller. Si ça ne va pas, je peux modifier ses dimensions. Il n'y a pas de problème. Alors, je viens de placer mon logo. Maintenant, je vais placer le titre. Pour placer le titre, je vais venir à Title, Insert Title. Je vais taper le titre carte de Boyard. Voilà. Par exemple. Voilà. Ensuite, je clique sur OK. Et puis, je peux venir tout simplement déplacer mon titre qui s'est créé tout à l'heure. Si je n'arrive pas à le déplacer, je me rassure que l'outil Select Element est d'abord activé, ou bien le voici encore ici, Select Element. C'est lui seul qui peut me permettre de porter des éléments graphiques comme ça, comme tout ce qu'on met autour là. C'est lui seul qui peut me permettre de les sélectionner et de les bouger. Donc, voilà. Une autre façon de procéder pour mettre un titre, je vais supprimer ça, c'est d'utiliser la barre qu'on appelle Draw, la barre d'outil Draw. Je vais la replacer. Et dans Draw, j'ai accès à texte. Quand je prends texte, je viens par exemple cliquer là, je tape encore, je vais encore écrire carte de Boya Douala. Voilà, ça valide. Et une fois que j'ai ça, je peux augmenter la taille comme je veux, mettre en gras si je veux. Si je veux, je souligne. Si je veux, je change la couleur du titre, etc., etc. Je rappelle que en passant par ici, par Title, lorsque j'ai cliqué sur Insert Title, il m'a remis tout de suite d'office le titre, parce qu'il a enregistré le titre. C'est ça l'avantage de Insert Title. Il retient le titre de ma carte. Mais dans tous les cas, que je passe par Insert Title ou bien par texte, ils ont exactement la même propriété. Ce que j'ai avec Insert Title, je peux le modifier avec tous les éléments que j'ai ici dans la barre d'outils Draw. C'est-à-dire, une fois de plus, je peux mettre gras si je veux, à condition que ce soit sélectionné. Je peux souligner si je veux. Je peux mettre la couleur, je sais pas moi, que je veux, etc., etc. Donc, voilà ma carte. Je vais lui remettre une couleur noire. Je peux faire ça comme ça. Voilà. Donc, voilà déjà les premiers éléments d'habillage cartographique que je peux mettre. Maintenant, je vais passer à l'échelle et il va nous rester la grille de coordonnées. Pas l'échelle, mais la légende. Et ensuite, on va achever avec la grille de coordonnées. Mais aussi les autres informations utiles. Pour les informations utiles, je pense on va peut-être plutôt commencer par ça parce que c'est plus rapide. Les informations utiles, c'est généralement des métadonnées du genre quelles sont les références spatiales de notre carte, de notre grille de coordonnées, etc. Quel est l'auteur de la carte, quelle est la date d'édition ou de publication, j'en sais rien, ce genre d'informations. Donc je peux le faire tout simplement en prenant texte, en venant cliquer par exemple là, j'estime que je veux placer mon texte, je vais écrire quelque chose, je peux valider et double-cliquer dessus pour pouvoir voir ça en plus grand. Alors là, je vais écrire par exemple référence spatiale. Par exemple, WGS 84, UTM 32 Nord. Évidemment, ça suppose que je vais générer ma grille tout à l'heure, peut-être en UTM, hein, ou bien alors, et que toutes mes données sont en UTM. Bon, si j'ai mes données seulement peut-être en WGS 84, bon, c'est pas grave, je peux laisser comme ça, WGS 84. Ensuite, je vais mettre par exemple auteur, je vais mettre GeoVectorix. Par la suite, si je veux peut-être la date d'édition ou de mise en page ou de publication, j'en sais rien. Voilà, je mets par exemple, nous sommes
24 mai 2025 par exemple. Je peux mettre vraiment tout ce que je veux et puis je peux même centrer le texte comme dans Word. J'applique, je clique sur OK, ça m'a centré le texte. Maintenant à moi de venir le placer vraiment où je veux. Voilà. N'hésitez pas à zoomer avec la loupe de mise en page pour vraiment mieux cadrer ce genre de choses. C'est vrai qu'on peut utiliser des guides, mais on va pas aller vers ça. Il y a des guides au niveau des règles comme ceci que je peux calibrer pour me servir de repère, pour mieux centrer, etc. On va pas les utiliser. Donc, alors je pense que c'est plus ou moins ce bien centré, ça aussi plus ou moins ce. Alors là je vais descendre un peu. Voilà. N'oubliez pas d'enregistrer au fur et à mesure que vous travaillez pour éviter les mauvaises surprises, peut-être un bug, la machine qui plante, etc. Et puis ça reprend tout. Alors, dans la suite, nous allons donc procéder à la génération d'une légende. Pour générer ma légende, je vais dans Insert, légende. Dans Insert légende, je dois sélectionner du côté gauche tous les éléments qui doivent entrer dans ma légende à droite. Alors vous remarquez ici c'est marqué Map Layers. Ça équivaut à tout ce que j'ai dans mon frame qui s'appelle Layers au niveau de mon Table of Content. Et Legend Items, c'est tous les éléments que je veux effectivement voir à légende. Ça veut dire que je peux décider de ne pas tout mettre. Par exemple, le rectif-ci ne me sert à rien du côté de la légende. Et de façon naturelle, ArcMap, lorsque vous générez une légende, il vous sélectionne déjà certains éléments qu'il met d'office dans la légende, quitte à ce que vous les complétiez, ou bien alors quitte à ce que vous supprimiez de la légende des éléments que vous ne voulez pas voir. Réseau routier, par exemple, ne s'est pas mis dans la légende parce que il n'avait pas été pas coché au moment où j'ai voulu générer ma légende. Donc, je vais quand même le prendre et le sélectionner comme ça et le pousser avec cet outil-là. Donc, les têtes de flèche comme celle-ci qui ne sont pas doublées, vous avez celui-ci, vous avez cet autre-là. Ils sont utiles lorsqu'il s'agit de basculer soit un élément, soit uniquement ce que j'ai sélectionné, parce que je peux en sélectionner plusieurs à ma gauche pour les envoyer à droite dans la légende. Donc tous ceux qui sont sélectionnés, je peux utiliser ces simples têtes de flèche. Mais si par exemple je veux envoyer tout le monde de ce côté, par exemple, supposons qu'il y a beaucoup de couches, peut-être une dizaine de couches ou une vingtaine, et que je veux voir tous les 20 dans la légende. Je ne vais pas prendre le temps de les sélectionner one by one avant de les envoyer dans la légende, non. Je vais utiliser en ce moment la double tête de flèche, soit pour aller à gauche, soit pour aller à droite. Ça permet de porter tout le monde en même temps, sans distinction, et de les envoyer soit à gauche, soit à droite. Ok. À ce stade, je clique sur suivant, une fois que j'ai choisi ce que je veux. Je suis en train de faire une carte en français, donc je vais me permettre d'écrire légende en français, c'est-à-dire avec l'accent, je mets E à la fin, etc. Mais suivant, au niveau de board, si je veux, je mets un cadre qui va entourer ma légende. Au niveau du background, si je veux, je peux mettre une couleur de fond. Le drop shadow, c'est pour doubler un peu la bordure, mais c'est pas souvent très intéressant. Je trouve que ça surcharge la carte pour rien. Je clique sur suivant. Suivant encore, à ce niveau, je change rien. Suivant, et puis je mets encore terminer. Voilà, excusez-moi. Voilà, j'ai mes courbes de niveau, je vais les décocher. Alors, ce qui est intéressant avec la légende, avec ce que nous voyons, c'est que la légende a ceci de particulier qu'elle est intimement liée à tout ce que je fais dans le Table of Content. Ça veut dire que si je décoche courbe de niveau là, il s'est décoché. Et comme il s'est décoché, je vais pouvoir avoir une légende un peu plus épurée, qui n'aura plus les différents éléments qui ne m'intéressent pas. Bon, le drame est que, voilà, comme je l'ai bougé, il était un peu plus bas. Donc voilà, je n'ai plus mes courbes de niveau.
là, parce qu'elles ont été décochées. Si je modifie une couleur ici, cette couleur va également se modifier. Je veux cocher réseau routier. Cette couleur va également se modifier au niveau de la légende. Donc il faut faire il fallait faire cette remarque là. Tout ce qui se passe dans le table of content est lié à la légende. Alors, voilà ma légende que je viens de générer, mais encore faudrait-il que j'essaie de l'arranger au mieux pour qu'elle ressemble à quelque chose de présentable. Les éléments qui me gênent par exemple dans ma légende, ça va être que certains shapefile, certains éléments sont en majuscule, d'autres en minuscule, d'autres encore ont les underscores, le tiret de 8. Vous vous souvenez qu'on crée les shapefiles, on s'est dit qu'on évite au maximum des caractères spéciaux comme les accents, les espaces, etc. C'est considéré comme caractères spéciaux avec ArcMap. C'est vrai que depuis les récentes versions, ils ont quand même su permettre qu'on mette des espaces dans le nom du shapefile au moment où on crée ce shapefile là. Mais il n'est pas conseillé de s'en servir parce que il y a certaines fonctions, après ça va gêner devant. Donc, évitez de mettre espace, mettez toujours le underscore. Je remarque qu'il y a d'autres éléments qui me gênent. Parmi lesquels, lorsque je regarde végétation, par exemple, il y a le type là qui me gêne. C'est le champ à partir duquel j'ai catégorisé. Je n'ai pas besoin de le voir. Je n'ai même pas forcément besoin de voir le mot végétation. Je peux aller décocher tout ça. On va le faire. All other value, on connaît déjà la réponse, on l'a décoché ça tout à l'heure là on faisait la catégorisation, donc là-bas c'est pas un mystère, mais par contre il y a également le champ type qui apparaît, je veux pas les voir, donc c'est autant de petites choses que je vais devoir ajuster, et après avoir ajusté cela, il peut arriver que je me rende compte que ah tiens, ma légende est peut-être trop longue, je vais la faire peut-être en plusieurs colonnes. Si je veux le faire en plusieurs colonnes, on verra également ça tout à l'heure. Alors, on va suivre comment est-ce que je procède pour modifier tout ce que j'ai signalé comme anomalie. Déjà, localité, il est en majuscule, tandis que les autres sont en minuscule. Bon, et puis il n'a même pas d'accent, on est en français. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne une seule fois le nom. Ensuite, une fois que c'est sélectionné, je clique encore une fois. Il va me permettre donc de modifier le nom. Là, je vais écrire en minuscule. Et là, je peux mettre tous les caractères spéciaux que je veux sans souci. L'autre façon de procéder, c'est d'aller dans les propriétés du shapefile, comme c'est le cas avec O de surface. Et une fois que c'est fait, je vais sous l'onglet général. Et sous l'onglet général, je vais par exemple effacer le underscore là, dans le tiret bas. Je vais l'effacer. Si je veux peut-être appeler ça autrement, je peux appeler même ça cours d'eau, hein. Cours d'eau. Là, je peux mettre des apostrophes, etc. Il n'y a pas de problème. Ensuite, je clique sur appliquer, ensuite OK. Ensuite, je vais modifier par exemple aussi courbe de niveau. Je vais lui mettre par exemple, je vais lui retirer le underscore, tirer du bas. Végétation, je vais écrire ça en minuscule et avec des accents. Donc, végétation, voilà. Et maintenant, je vais aller supprimer dans ma légende, même ce mot végétation, je me rends compte que je n'ai même pas forcément besoin de lui parce que à côté de chaque symbole de végétation, il y a directement des noms assez clairs, assez clair pour comprendre que c'est de la végétation dont on parle, ou bien alors c'est des classes d'occupation du sol. Donc j'ai pas forcément besoin de végétation, d'autant plus que vous voyez c'est marqué la zone urbanisée. Il ne faudrait pas qu'on s'imagine que zone urbanisée est un type de végétation, ça n'existe pas, c'est pas cohérent. Donc mieux vaut que je me débarrasse de végétation, du mot végétation qui est le nom du shapefile, et de type qui est le champ à partir duquel j'ai fait la catégorisation. Pour cela, je vais entrer dans les propriétés de la légende, soit en double-cliquant sur la légende, soit en faisant clic droit Properties. Ensuite, dans la fenêtre qui va s'ouvrir, je vais aller sous l'onglet Items. Donc déjà, avant d'aller sous l'onglet Items, au cas où j'ai envie de modifier l'ordre de succession
des éléments de la légende, je peux le faire sous l'onglet général ici, en sélectionnant par exemple celui que je veux modifier et en le poussant soit en haut, soit en bas. Donc par exemple ici, moi je souhaiterais que immédiatement après tout ce qui est shapefile en point, que ce soit les lignes. Donc par exemple, moi je vais remonter avec réseau routier, donc je le sélectionne, je monte un peu, voilà, et puis je vais appliquer, et puis il va me corriger ça de l'autre côté. Alors, je continue, je disais tantôt, on va enlever le mot végétation, on va enlever les champs à partir desquels on a fait les catégorisations pour réseau routier et végétation. Donc pour ça, je vais sur l'onglet item. Je commence par exemple avec réseau routier. Je vais entrer dans les propriétés des propriétés, c'est-à-dire à ce niveau, il y a encore des propriétés cachées. Donc pour réseau routier, soit je double-clique, soit je fais clic droit Properties. On va arriver exactement au même niveau. Et je vais décocher déjà le mot réseau routier. Il ne me sert à rien parce que j'ai principal, j'ai secondaire, j'ai route en construction, piste. Encore que là, je pense qu'il est peut-être plus, il serait plus propre pour nous que à côté de principal, que je mette plutôt route principale. Là, c'est secondaire, que j'ai écrit route secondaire et non pas secondaire tout court, pour que ce soit quand même un peu plus cohérent. Donc, du coup, ça va me rendre inutile aussi le mot réseau routier. Donc, pour supprimer le mot réseau routier, qui est le nom du shapefile, ça correspond ici au layer name. Donc, je vais décocher show layer name. Et également, type là, on se souvient que c'est le champ à partir duquel j'ai fait ma catégorisation. Champ en anglais, c'est fil, mais en matière de légende, il met ça comme en tête de champ ou en tête de colonne. Et les en-têtes, c'est heading. Donc, je décoche show heading. Et je peux cliquer sur OK et c'est cool. Je vais faire pareil avec végétation. Je vais décocher le layer name et le heading. Et je vais cliquer sur OK. Et vous voyez, tout s'est mis en place. Je ne dois pas oublier que le All Other Value aussi sort de chez Réseau Routier. Donc, je vais repartir dans ses propriétés et des symbologies. Décocher All Other Value. J'applique et je clique sur OK. Et puis, le tour est joué. Maintenant, je disais tantôt que pour réseau routier, on va quand même mettre le mot route devant principal et route aussi devant secondaire. Donc, ici, je peux faire comme tout à l'heure, je sélectionne d'abord une fois. Ensuite, dès que c'est sélectionné, je clique une seule fois pour que la modification puisse être possible. Voilà. Voilà, c'est fait. Et j'avais oublié, je crois que tout le monde est, oui, tout le monde est OK maintenant. Donc voilà, par exemple, mon truc, ma légende qui ressemble quand même à quelque chose de potable. Mais, et je n'oublie pas d'enregistrer au fur et à mesure. Hein. Donc, sauf qu'à ce niveau encore, je peux avoir des difficultés. Je me rends compte que, ah tiens, je vais peut-être à 100% de zoom. Ma légende, elle est bien. Mais peut-être elle est assez lisible si je diminue un peu, parce qu'il ne faut pas oublier que j'aurai une grille de coordonnées qui va rester là. Ça risque d'être peut-être, je trouve que c'est peut-être, oui c'est lisible, mais j'estime que je voulais que ce soit peut-être encore mieux lisible, donc plus grand. Donc je peux dire que, ah tiens, je te laisse à cette taille, mais je vais te mettre peut-être, toi la légende, en 2 colonnes. C'est un exemple. Si je veux placer par exemple ma légende en 2 colonnes, pour pouvoir l'agrandir un peu plus et faire en sorte que les polices soient plus lisibles, encore plus grandes, ben c'est simple, je repars dans les propriétés de la légende, sous l'onglet Item, et je vais choisir, par exemple, je peux décider que végétation aille dans une colonne à part. Donc je sélectionne végétation et je viens cliquer sur Item in a new column. Si je fais ça, végétation va se détacher complètement et aller se placer dans une nouvelle colonne. Par contre, si c'est pas ça que je veux, je reviens sur lui, je décoche d'abord ça pour remettre les compteurs à 0. Et si je dis par exemple que je veux faire mon truc en 3 colonnes, ou bien même disons en 2 colonnes, il faudrait que je me place à l'endroit où j'estime que je veux que ça forme, on se souvient que groupe de niveau, j'ai supprimé ça.
de ma légende. Je n'en ai pas besoin. Je pense que je vais l'éteindre aussi là-bas. Je veux quelque chose de plus simple là. Ok. Et je pense qu'on l'avait éteint. Oui, on l'a éteint tout à l'heure. Donc, je voudrais par exemple également, supposons que ma végétation était un peu au niveau des cours d'eau. Vous allez voir que ça change la donne. Si je prends encore végétation et que je mets place item in a new column, il va entraîner cours d'eau avec lui. Pourquoi? Parce que cours d'eau est situé après lui. Et je suis en train de lui dire que non, va te placer à partir d'une nouvelle colonne. Ça veut dire que entraîne avec toi tous ceux qui sont juste en dessous de toi. C'est pour ça qu'il a entraîné cours d'eau, parce que cours d'eau est maintenant en dessous. Donc, il va aller se placer dans une nouvelle colonne, mais entraînant avec lui le cours d'eau. Donc, je remets à 0. Mais par contre, là, je peux décider que je veux 2 colonnes tout court. Et 2 colonnes, là, je peux dire, sans forcément que végétation aille commencer à partir d'une deuxième colonne. C'est-à-dire, je veux 2 colonnes. Je veux modifier le nombre de colonnes sans que quelqu'un n'aille commencer complètement à partir d'une nouvelle colonne. Donc, ça voudrait dire que si je prends végétation et que je viens ici, je mets 2, c'est-à-dire nombre de colonnes 2, une partie de la végétation va rester dans la toute première colonne qui n'a pas bougé et le reste va se prolonger dans une deuxième colonne, voire même une troisième colonne si je mets par exemple 3 ici. Alors, je vais remettre à 2 et lorsque je fais ça, vous voyez, une partie de forêt reste dans la première colonne avec les pistes et autres et le reste part de l'autre côté avec toujours cours d'eau. Il entraîne aussi cours d'eau parce que cours d'eau est toujours en dessous de lui. Donc voilà par exemple une autre façon de procéder. Donc ne confondez pas l'utilité des deux. Donc moi je propose de remettre comme c'était et de renvoyer végétation complètement en bas. Moi c'est mes préférences personnelles. Donc à partir de là, oui, et puis je vais mettre dans ça. On va arriver au même résultat, c'est vrai. Et là, je peux placer ma légende là. Et vous voyez que j'ai peut-être un peu plus de marge pour étirer ma légende. Là, j'ai peut-être trop forcé. Voilà. Par exemple, je peux laisser ça comme ça. Voilà. Ok, à ce stade, je viens de finir complètement avec ma légende. Il existe évidemment d'autres petites astuces. Par exemple, je ne veux pas que mon cours d'eau apparaisse comme un vrai polygone tout rectangulaire, rigide comme ça. Je veux qu'il ait des formes un peu arrondies, qu'il ressemble peut-être à des trucs un peu plus fantaisistes. Je peux aller régler tout cela dans la légende, mais ce n'est pas l'objet de notre vidéo. Donc, on ne fera pas ça aujourd'hui. Mais à ce stade, toujours, je n'oublie pas d'enregistrer. Maintenant, on va passer à la prochaine étape qui est autant pour moi comment est-ce qu'on génère une grille de coordonnées autour de sa carte. Je rappelle que tout ce que je mets comme élément dans le cadre de cette vidéo sont des éléments obligatoires. Le reste des éléments qu'on peut mettre sur notre carte sont des éléments secondaires. Exemple, si je veux mettre par exemple une cartelette ou plusieurs cartelettes comme ici, vous voyez là j'ai ma carte principale, plus bas j'ai ma légende avec tout ce que vous pouvez imaginer, mais j'ai des espèces de mini cartes comme ça et pour chaque mini carte je peux repointer ma zone d'étude. Ici j'ai repointé le Cameroun pour rappeler que ma zone d'étude est peut-être au Cameroun. Ici j'ai zoomé sur le Cameroun, mais de telle sorte qu'on voit le découpage administratif et les pays autour. Et vous voyez une espèce de point rouge là, qui est là pour m'indiquer où est-ce que ma zone d'étude se trouve dans le Cameroun. On voit que c'est dans le sud du Cameroun. Et j'ai par exemple opté pour le choix de mettre même une troisième cartelette dans laquelle c'est auto-géoréférencé le grand carré que vous voyez qui porte la grande carte-ci. Donc, ça c'est auto-géoréférencé ici. Ce n'est pas l'objet de notre vidéo, on ne verra pas ça, mais sachez que c'est des éléments qui sont possibles. Sachez également que pour mettre ces cartelettes, vous allez juste devoir jouer avec Insert Data Frame. Le Data Frame qui va me créer un autre frame comme le Layer-ci.
parce que tout ce qui est le layer, c'est le frame principal, mais également je peux créer d'autres frames. Et sachez que tous les data frames que je peux créer, ils se manipulent exactement de la même façon que le layers. Ils ont exactement les mêmes propriétés, les mêmes machins et tout que le layers. Donc je peux rajouter des shapefiles toujours là-bas avec add data. Je peux faire tout un tas de choses là-bas. Il n'y a pas de problème. Je peux mettre également des références spatiales à ces new data frames là de la même façon qu'on l'a fait lorsqu'on a vu le jour référencement dans la toute première vidéo dédiée à ArcMap. Donc voilà un peu. Ok. Donc on va passer maintenant à la grille des coordonnées. Alors pour générer la grille de coordonnées, c'est pas compliqué. Je vais sélectionner le frame à qui je veux donner une grille de coordonnées. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le new data frame, dont les cartelettes, elles aussi, elles ont les mêmes propriétés que layers, qui est ici, et qui représente le frame principal. Donc chacun de ces frames, pour chacun de ces frames, je peux générer une grille de coordonnées. Mais il est souvent un peu lourd de le faire. Donc moi, j'aime pas. Je trouve que c'est encombrant. Donc je me contente pour les cartelettes de laisser vite comme ça. Mais au niveau de la carte principale, en ce moment, je peux générer vraiment ma grille de coordonnées sans que ça ne soit touffu. Alors, je sélectionne donc le frame concerné. Et une fois que c'est sélectionné, comme ceci, je peux entrer dans ses propriétés, clic droit Properties, ou bien alors je serais venu directement double-cliquer sur Layers, ou bien faire clic droit Properties sur Layers, on arrive au même endroit. Et une fois que je suis dans les propriétés du frame concerné, je vais sous l'onglet Grid. Sous l'onglet Grid, je vais cliquer sur New Grid, autant pour moi. Et lorsque je clique sur New Grid, dans la fenêtre qui apparaît, j'ai le choix entre trois types de grilles de coordonnées. Le premier, c'est celui qui est coché à défaut, et vous remarquerez son aperçu ici. Il me montre une grille de coordonnées dans un système de coordonnées géographique, c'est-à-dire avec des valeurs en degrés, minutes, secondes, etc. La deuxième option, si je la sélectionne, elle s'appelle Measure Grid, et elle concerne les grilles de coordonnées dans un système de coordonnées projeté. C'est-à-dire, j'aurai une grille de coordonnées en mètres, kilomètres, pieds, pouces-yard, etc., etc. Le troisième choix, c'est Reference Grid. Il se présente ainsi qu'il suit. Il est beaucoup plus approprié lorsqu'on fait des grilles de coordonnées, des plans guides de ville, comme cela se fait dans les conventions. C'est-à-dire sur la face principale, donc sur le recto de votre page, vous avez la carte, et au verso, généralement, on met cette grille-là. Également, aussi, on la met aussi sur la face principale, mais par derrière, on reporte cette grille sous forme de tableau. Donc, par devant, c'est cette grille, mais par derrière, au verso, j'ai le tableau équivalent à cette grille-ci. Et dans ce tableau de derrière, toutes les rues, par exemple, qui tomberont peut-être dans la cellule B2, je vais mettre toute la liste par derrière. Donc au verso, je vais aller avoir la liste de toutes les rues qui tombent dans B2 ou dans B3, toutes celles qui tombent aussi dans D, peut-être 3, etc. Donc c'est un petit jeu propre au plan guide des villes. On va pas entrer dans ça, c'est pas l'objet de notre vidéo. Mais je vais prendre par exemple le cas des graticules qui correspond aux grilles de coordonnées dans un système de coordonnées projeté. Si c'est avec lui que j'ai choisi de travailler, je clique sur suivant. Sur suivant, je sélectionne Tick Marks and Labels. Pourquoi? Parce que souvenez-vous qu'on faisait le jour référencement, j'ai précisé en quoi est-ce qu'il était utile de travailler avec des ticks. Ça nous facilite le jour référencement parce qu'on peut mieux cibler où se trouve un point de rencontre entre une longitude et une latitude pour marquer notre point. C'est très important. Donc, si moi j'ai eu cette facilité dans le jour référencement, il faudra aussi que je prévoie que d'autres personnes après moi pourront tomber sur ma carte et auront besoin de s'en servir. Et lorsqu'ils vont vouloir faire le jour référencement, il ne faudrait pas qu'ils soient embêtés. Par exemple, ils veulent marquer un point, ils ne savent pas exactement où ça coïncide, etc. Donc, il faut toujours placer des repères dans ce sens-là. Donc, moi je choisis Tick Marks and Label. Au niveau de mine, de tout ce qui est intervalle, je choisis le pas de ma grille de coordonnées. Est-ce que je veux un tick
tous les 30 secondes, toutes les 1 minute, tous les 1 degré, peu importe, mais je choisis un pas. Et pas de panique, si je me trompe de pas, je pourrais revenir corriger ça plus tard. Je propose par exemple de mettre un pas chaque 1 minute 30 secondes en longitude et en latitude. La longitude et la latitude, je le rappelle, ne sont pas obligés d'avoir le même pas. Tout ça, on va pouvoir ajuster au fur et à mesure qu'on va manipuler. Donc, je mets d'abord un pas provisoire. J'avance. Je décoche les minor division tick parce que je trouve que c'est souvent un pas encombrant sur la carte. Je vais sur suivant. Ensuite, je clique sur finish. Et voilà ma grille qui s'est générée. Je vais cliquer sur appliquer OK. Bon, ça c'est parce qu'il y a des éléments de carte que j'ai introduits tout à l'heure, des shapefiles que j'ai introduits tout à l'heure, qui étaient dans des systèmes de coordonnées qui ne correspondent pas à la majorité des shapefiles que nous avons. Donc pas de panique, je clique sur Yes, on va régler ça tout à l'heure. Donc dans la grille de coordonnées qui se génère, je vais un peu cliquer sur OK là. Dans la grille de coordonnées qui se génère, vous remarquerez qu'elle est d'abord assez espacée, donc tant mieux. Elle n'est pas très touffue. Deuxième des choses, vous remarquez que j'ai des grilles de coordonnées, au niveau, ma grille de coordonnées sur les côtés à gauche et à droite. L'étiquette est écrite à l'horizontale, ce qui peut me grignoter beaucoup d'espace et me gêner. Donc tout à l'heure, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour incliner ces étiquettes-là. Autre chose, si je vais à 100% de zoom, par exemple, je fais ça, ensuite je viens sur 100%, je me rends compte que mes étiquettes ont l'air trop petites, donc on va augmenter tout ça. Et je pense que c'est à peu près tout ce qu'on va modifier, donc le pas est bon, on va pas le modifier. Je vais supprimer courbe de niveau là, parce que c'est lui qui avait des références spatiales un peu bizarres. Ok, j'enregistre, je n'oublie pas. Donc, pour modifier tout ça, je repars là où est-ce que j'ai généré ma grille de coordonnées. Et je me rassure que c'est ma bonne grille de coordonnées, qu'elle est sélectionnée. Ensuite, je vais dans ses propriétés, soit en double-cliquant sur elle, soit en cliquant sur Properties après l'avoir sélectionnée. Et au niveau de Labels, la première des choses que je vais faire, c'est d'augmenter la taille de la police. Je vais par exemple mettre, pourquoi pas, 12 ou 11. Ensuite, je vais jouer avec l'orientation des étiquettes à gauche et à droite en cliquant sur Left and Right pour que ça incline automatiquement les étiquettes à gauche et à droite. Je vais d'abord appliquer, OK, ensuite appliquer. Et vous voyez déjà le résultat, ça s'est incliné sur les côtés. Donc là, je suis satisfait et la taille a augmenté assez. Donc à ce niveau, je peux dire que ma grille de coordonnées est OK. Je vais juste zoomer encore un peu pour me rassurer que voilà, que la bordure, que les étiquettes ne touchent pas la bordure, sinon ça va couper. Et évidemment, lorsque je vais exporter ma carte en JPEG ou autre, je vais constater effectivement que c'est coupé. Donc, je vois que ça ne touche pas les bordures, donc ça va, hein, pas de souci, je peux laisser comme ça. Ça, c'est le cas d'une grille de coordonnées en degrés, tout ce qui est degrés et autres, donc dans un système de coordonnées projeté. Maintenant, je vais vous montrer le cas de figure d'une grille de coordonnées dans un système de coordonnées projeté, au cas où c'est avec ça que j'ai envie de travailler. Donc, je n'oublie pas déjà d'enregistrer. Ensuite, je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, pour générer une grille de coordonnées dans un système de coordonnées projeté, c'est à peu près le même principe que tout à l'heure. Je vais décocher par exemple ma première grille ici. Je vais cliquer encore sur New grille. Cette fois-ci, on a dit je pars sur Measure. Je clique sur Suivant. Et dès que je clique sur Suivant, je choisis encore Tick Marks and Labels. Au niveau de l'intervalle, je vais modifier. Bon, c'est normal que pour l'instant, il soit encore en degrés parce que mon frame, faut pas l'oublier, il est en degrés. Je pense que c'est bien ça. Mon frame, il est en degrés. Il est dans un système de coordonnées géographiques. Donc, c'est normal qu'au moment de générer ma grille, qui est ce petit rappel, cette petite réticence-là du logiciel. Donc, après avoir choisi Tick Marks and Label, pour ne pas être buté à ce que je vois ici, au niveau de Coordinate System, je veux juste cliquer sur Properties
aller choisir, par exemple, le 32 degrés, doit aller situer avec Boya dans le 32, dans le fuseau 32. Au niveau de intervalle, ici, je choisis le pas qui me plaît. Ben, allez, je vais par exemple prendre 5000 mètres. Si c'est trop, on pourra diminuer. Voilà. 5000, je mets suivant. Je décoche minor, je mets suivant. Finish. Et puis ma grille s'est générée. Bon, l'avantage avec la grille de coordonnées qui est dans un système de coordonnées projeté, c'est que d'office, elle est inclinée. C'est-à-dire les coordonnées à gauche et à droite sont d'office inclinées dans le sens de la verticale et ça ne déborde pas sur le côté. Alors déjà là je remarque que mon pas de 5000 apparemment c'était trop. 5000 mètres ça fait quand même 5 km. C'est un peu trop. Donc tant qu'il est sélectionné, je peux entrer dans ses propriétés pour aller réduire le pas au lieu de 5000. Et pardon, c'était en... J'ai oublié de changer les unités. Ici, on va mettre plutôt 8 mètres. Donc, on va prendre quelque chose de plus petit. Disons... Bon, 500 mètres aussi, c'est trop. Disons 2000 mètres. Voilà. Je vais cliquer sur appliquer. OK. Appliquer. Vous voyez que là, ça apparaît. Alors, il y a juste une petite spécificité ici. C'est quoi? C'est que la grille de coordonnées en UTM, en fait, dans un système de coordonnées projeté, elle a ceci de particulier que lorsque vous la générez, vous avez la valeur principale de la coordonnée, mais vous avez d'autres chiffres qui se mettent en gris après la virgule. C'est la fraction décimale, donc le résiduel. Donc, si je veux, par exemple, si j'estime que j'ai besoin de ce résiduel, tant mieux. Si j'estime que j'ai pas besoin, je peux aller le supprimer. Et en plus, je me rends compte que j'ai peut-être besoin de mettre le séparateur par millier. C'est-à-dire que d'avoir un chiffre collé comme 576 009, il n'y a pas, vous connaissez le séparateur par millier, c'est-à-dire on va par groupe de 3 chiffres avec un espace à chaque fois entre 3 chiffres. Donc, je repars dans les propriétés. Voilà, sous label, je vais décocher, pardon, je vais autant pour moi entrer dans Additional Properties. Dans Additional Properties, je vais aller dans Number Format. Et là, au niveau de Number of Decimal Places, vous voyez que la valeur à défaut c'est 6. Moi, je vais mettre 0. Et je rappelle que ici c'est 0. Il n'y a pas d'autre valeur ici parce que c'est en fonction du choix de l'origine de notre grille de coordonnées qu'on va générer. Est-ce que je choisis que cette grille de coordonnées se génère vraiment avec des chiffres ronds ou bien je choisis que l'origine de ma grille de coordonnées c'est effectivement l'origine de tout le système. Donc ça c'est des petites choses qui s'ajustent. Donc là quand je valide, je clique sur OK. Vous voyez c'est bon. J'ai oublié de mettre le séparateur par millier tout à l'heure. Alors, donc, Additional Properties. Je repars dans Number Format. Et vous allez voir Show 1000 Separators. Dès qu'il est couché, c'est OK. OK, et vous voyez que là, c'est cool. Il y a un espace qui s'est mis là. Alors, par rapport aux fractions décimales, je disais tantôt, la valeur à défaut, c'est que j'ai choisi cette origine-ci. Bien que les valeurs qui sont ici soient en degrés. Donc, en fonction de quelle origine je choisis, je peux avoir une vraie fraction décimale avec de vrais chiffres différents de 0 ou pas. Donc, si j'avais choisi la vraie origine du système de coordonnées projeté sur lequel je m'appuie pour générer ma grille de coordonnées, j'allais avoir des fractions décimales. Donc des vraies fractions différentes de 0. Donc on va laisser ça comme ça. J'ai cliqué sur appliquer OK et voilà ma grille de coordonnées qui est générée avec un pas tous les 2000 mètres. Je peux décider que 2000 c'est peut-être un peu trop serré. Je peux par exemple décider d'aller à pourquoi pas
à 1500. Je vais plutôt entrer ici. Je repars dans l'intervalle. Ben, je peux dire tous les 1 km et demi par exemple. J'applique, ok, apply. Ah non, plutôt je devais augmenter. Voilà, donc là j'ai plutôt réduit. Mais sachez qu'à tout moment vous pouvez modifier le pas et puis il n'y a pas de souci. Donc je vais plutôt aller à 2500. Voilà. Tac, et puis c'est cool. Voilà, je trouve ça plus espacé comme ça. Je peux éventuellement aussi, dans quel que soit le type de grille de coordonnées, réduire les tics pour que ce soit pas non plus trop visible. Parce que si je me mets à 100% de zoom, je trouve que c'est quand même un peu trop visible. Que ce soit pour une grille de coordonnées dans un système de coordonnées projetées ou dans un système de coordonnées géographiques, je peux diminuer les tics. Donc je repars dans les propriétés, j'entre sous l'onglet Line. Dans Line, je clique sur le symbole, je diminue, je lui donne peut-être une taille de 4 pour que ce soit pas trop visuellement encombrant. Et vous voyez tout de suite, ça a diminué. Donc là, je trouve ça mieux. Et ainsi s'achève notre mise en page. La dernière des choses qui me reste à faire, c'est tout simplement d'exporter ma carte. Si je veux l'exporter, c'est pas compliqué. Avant d'exporter, je recommande toujours d'enregistrer une dernière fois et surtout de venir ici sur Refresh. Refresh va me permettre d'actualiser la vue. Parce que vous voyez par exemple lorsque vous surfez sur internet et que vous voulez ouvrir une page web, parfois pour X ou Y raison, peut-être des problèmes de réseau ou autre, il peut arriver qu'il y ait des défauts d'affichage. La page web va se charger en partie, mais tout ne s'affiche pas. Et parfois, vous êtes obligé d'actualiser la page pour que tout s'affiche bien. C'est des choses qui peuvent arriver, mais bon. Sachez également que lorsqu'on fait une mise en page, à force d'entrer partout dans les propriétés des propriétés, aller cliquer plein de choses, surtout si on a une carte touffue qui a beaucoup d'éléments. Parfois, lorsqu'on finit de cliquer sur appliquer OK, parfois, on n'a pas le temps de... parfois, le logiciel n'a pas le temps d'afficher les modifications visuellement. Il s'affiche peut-être à moitié, avec encore des défauts. Peut-être toutes les roues ne se sont pas bien dessinées avec les nouvelles couleurs. Peut-être la grille de coordonnées fait en sorte que certaines étiquettes ne s'affichent pas bien, machin et tout. Et pour éviter donc d'exporter notre carte avec des défauts d'affichage comme ça, il est conseillé de venir toujours cliquer sur Refresh avant d'aller exporter la carte. Et pour exporter la carte, je peux donc venir enfin sur File, Export. Export map, autant pour moi. Dans Export map, je dois naviguer jusqu'à mon dossier de travail. On se souvient, il était dans D. Je pense tutoriel. Voilà. Et je vais appeler ma carte. Je peux laisser le nom à défaut, tout comme je peux l'appeler, je sais pas, carte Boya. Voilà. Boya. Voilà. Je peux modifier la résolution ici si je veux. Mais moi, j'ai des valeurs souvent assez sympas pour avoir le résultat que je veux. Je peux augmenter, hein, mais sachez que si vous augmentez la résolution, le fichier va peser plus. Et non seulement il va peser plus, mais le temps d'exportation sera également un peu plus long. Donc, je clique sur enregistrer. Il charge un peu en bas rapidement. Et dès qu'il finit, il me met export completed. Dès que c'est bon, ben c'est cool. Je peux tout simplement venir le récupérer. On a dit dans tutoriel, voilà. Et voilà. Ma carte qui s'est affichée. Alors, ainsi s'achève notre mise en page et surtout notre cours complet sur l'initiation au logiciel ArcMap de ArcGIS. N'hésitez pas à liker nos vidéos, à les partager au maximum et n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour des formations personnalisées, plus approfondies, etc. Nous sommes ouverts, nous sommes toujours situés à Bastos. Vous trouverez notre position sur Google Maps et notre contact éventuellement. Donc, d'ici là, nous vous souhaitons une très bonne journée.